Je vous remercie. Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les organisateurs de cette journée consacrée au jurisconsulte rennais Pierre Évin pour l'accueil dont ils m'ont témoigné, en me conviant à présenter quelques réflexions et observations sur un sujet pas si éloigné de mon sujet de thèse. En effet, je voudrais aborder avec vous le sujet des plaidoyers de Pierre Évin, et en particulier des plaidoyers criminels de ce dernier. Si le plaidoyer, c'est-à-dire le discours qu'on fait au barreau pour défendre la cause d'une partie selon le dictionnaire universel d'Antoine Furtière, ou autrement dit, le discours qu'un avocat ou un procureur prononce au barreau pour établir et faire valoir le droit de sa partie, selon le dictionnaire de droit et de pratique de Claude-Joseph de Ferrières, si le plaidoyer est, à l'époque moderne, un terme et une réalité se rapportant de manière certaine à l'univers du procès et de la procédure civile, la pratique bretonne, au moins pour le XVIIe siècle, en fait également une réalité inhérente au procès criminel jugé par la Chambre de la Tournelle du Parlement de Bretagne. Instituée en décembre 1575 par un édit du roi Henri III, en complément de la Grande Chambre et de la Chambre des enquêtes, afin de, je cite, « faciliter l'expédition des procès civils et criminels et rendre plus promptement la justice de nos sujets », selon les termes de l'édit cité par Don Maurice dans ses mémoires pour servir de preuve à l'histoire ecclésiastique et civile de la Bretagne, la Tournelle est composée de 12 conseillers, dont les 7 seront non originaires et les 5 originaires, et les 6 des 12 seront pris en la Grande Chambre et les autres 6 en la Chambre des enquêtes, auxquels service seront tenus tous les conseillers, de chacune séance alternativement, chacun en son année, à son tour et ordre. Son rôle est, selon la définition qu'en donne Ferrières dans son dictionnaire de droit et de pratique, de connaître des causes, des procès criminels qui sont portés par appel au Parlement. Mais dans le cadre de ces appels, les appelants et les intimés sont-ils autorisés à bénéficier du ministère d'un avocat? À suivre la lettre des différents actes royaux pris avant 1670, une telle assistance n'est pas autorisée. En effet, l'édit du 30 août 1536 portant règlement sur le style et la manière de procéder dans les matières civiles et criminelles pour l'abréviation des procès dans le pays-duché de Bretagne, dit édit de Valence, cet édit pose en son article 11 du chapitre 2 l'interdiction du recours à un avocat en matière criminelle. Je cite, « et est à entendre que, quant aux prisonniers enfermés qui sont chargés de crimes capitaux et publics et autres tellement qualifiés qui sont sujets à prison fermée, ils ne se défendront jamais par mystère, en tant que ministère, d'avocats et autres conseils. » Cette interdiction est une nouvelle fois posée, 3 ans plus tard, par l'article 162 de la célèbre ordonnance du roi François Ier, prise à Villers-Cotterêts en août 1539, et qui s'inspire directement de l'édit de Valence. Je cite encore, « Et en matière criminelle, ne seront les parties aucunement oui et par le conseil de mystère d'aucune personne, mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront accusés, et seront oui et interrogés comme dessus, séparément, secrètement et à part. » Dans cette seconde version de la règle, les légistes royaux posent le cadre général, l'interdiction du recours au ministère d'un avocat, a priori même en audience, avant de réaffirmer la règle dans le cadre spécifique de l'interrogatoire. Cependant, concernant l'application concrète de ces textes, il existe une divergence de point de vue. Si Adhémar Esmin, dans son Histoire de la procédure criminelle en France, ainsi que Edgar Boutaric dans l'introduction aux actes du Parlement de Paris, et évidemment Gustave Saunier de la Pinelay dans le barreau du Parlement de Bretagne, sont unanimes quant à l'absence d'avocats devant les tournelles, la pratique laisse apparaître une situation partagée. À ce propos, Jean Habert, dans son introduction à quelques procès criminels du XVIIe et XVIIIe siècle, présentés par un groupe d'étudiants, dit que l'appel offrait cependant une ressource à ces derniers, entendre l'accusé, à qui les secours reconnaissaient généralement, dans l'ambiguïté des textes, le droit de se faire assister par un avocat. De même, Christiane Plessis-Busset, dans sa thèse de doctorat d'État, publiée en 1988 sous le titre « Le criminel devant ses juges en Bretagne au XVIe et XVIIe siècle », reconnaît l'existence d'avocats devant la tournelle du Parlement de Bretagne, bien qu'elle l'affirme de manière plus timide dans le cadre des appels des règlements à l'extraordinaire que dans le cadre des appels contre les règlements à l'ordinaire. En tout état de cause, les réflexions qui vont suivre se proposent d'aborder
les plaidoyers criminels prononcés devant la tournelle du Parlement de Bretagne par le jurisconsulte rennais Pierre Évin, tant sur le fond que sur la forme. Avant toute chose, quelques réflexions d'ordre méthodologique s'imposent. Elles concernent l'origine de la source, la nature de celle-ci, et enfin le bornage chronologique. Le corpus étudié est composé de 55 plaidoyers prononcés par Pierre Évin devant la tournelle entre le samedi 13 mai 1656 et le mercredi 25 juin 1664. Ces plaidoyers ont été trouvés dans les registres d'audience de la tournelle conservés aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, au code 1 BN 103 à 1 BN 109. À ce propos, il est important de préciser trois choses. Premièrement, à cette période, les registres ne sont pas encore divisés entre les registres des audiences publiques, ceux des audiences de Vienne et ceux des affaires à huis clos. Ainsi, à propos de ce dernier cas, nous retrouvons parmi les affaires plaidées par Pierre Évin 3 plaidoyers prononcés lors d'audiences à huis clos. Plus précisément, il s'agit notamment d'une affaire dans laquelle Pierre Évin défend au cours de l'audience du vendredi 9 juillet 1660 les vénérables chantres, chanoines et chapelains de Dole, mais aussi 2 affaires jugées le vendredi 6 octobre 1662 et le vendredi 16 mai 1664. Deuxièmement, jusqu'en 1658, les registres sont annuels. Ce n'est qu'à partir de 1659 qu'ils deviennent à cheval sur 2 années et commencent au mois d'août. Troisièmement, une lacune archivistique est à noter. En effet, nous ne disposons pas du registre de l'année 1657, ce qui doit être pris en compte dans l'étude du corpus. Enfin, quelques observations à propos du bornage chronologique. Celui-ci a été évidemment dicté par les sources. En effet, si on trouve plus précocement Pierre Évin plaidant devant la Grande Chambre, c'est-à-dire en matière civile, à l'instar par exemple de l'audience du jeudi 26 mars 1654, où il représente Marie Savaby et autres dans une affaire de créance à l'égard d'un hôpital, la première mention de Pierre Évin dans les registres de la Tournelle date de l'audience du samedi 13 mai 1656. Dès lors, il m'a paru évident d'en faire le point de départ du bornage chronologique de cette communication. La question du terminus ad quem a été plus fastidieuse à trancher. Si on trouve des mentions récurrentes de Pierre Évin dans les registres de la Tournelle jusqu'en 1663-1664, c'est-à-dire le registre 1BN 109, on ne retrouve aucune mention de lui dans le registre de l'année suivante. Cependant, on le retrouve à nouveau mentionné à partir de 1665-66, mais de manière extrêmement marginale, 1 à 2 mentions par registre. Dès lors, il m'a paru évident de borner cette étude à la période la plus prospère en plaidoyer, c'est-à-dire jusqu'au début de l'été 1664. Venons-en maintenant au plaidoyer criminel de Pierre Évin stricto sensus, avec quelques réflexions sur le plan formel, la forme des plaidoyers de Pierre Évin. Parmi les plaidoyers criminels de manière générale, et ceux de Pierre Évin en particulier, il est possible d'établir une summa divisio entre les plaidoyers prononcés à la faveur de l'appelant et ceux prononcés en défense de l'appel, c'est-à-dire à la faveur de l'intimé. Si sur l'ensemble de la période étudiée, Pierre Évin représente en moyenne autant d'appelants que d'intimés, un total de 23 appelants pour 25 intimés, une étude plus poussée laisse apparaître des disparités en fonction des années. Ainsi, par exemple, si les années 1661, 62, 63 et 64 sont relativement équilibrées, l'année 1660, outre être l'année la plus faste du corpus avec 16 plaidoyers retrouvés contre en moyenne 6 pour les autres années, l'année 1660 laisse apparaître une profonde disparité entre les 2 catégories susnommées, puisque Pierre Évin représente les appelants dans 11 cas contre 5 où il représente les intimés. De plus, à ces 2 catégories principales, il est important d'ajouter les 7 plaidoyers prononcés par Évin pour les juges et magistrats des juridictions de l'instance précédente, dont, par exemple, le procureur du présidial de Rennes en 1659, le juge criminel du siège présidial de Vannes en 1663, ou encore, puisque nous sommes à Nantes, le lieutenant du présidial de Nantes, toujours en 1663. Si la différence entre les plaidoyers pour les appelants et ceux prononcés pour les intimés diffère dans le but recherché, et donc dans le contenu, comme nous le verrons plus loin, il diffère également sur le plan de la forme.
Tout d'abord, la présentation des registres, c'est-à-dire la place occupée par chacun des différents types de plaidoyer, est toujours la même. Après l'indication des noms des parties et des informations relatives au jugement faisant l'objet de l'appel, vient le plaidoyer de l'avocat représentant l'appelant, puis le plaidoyer de l'avocat ou des avocats dans certains cas représentant le ou les intimés, puis vient ensuite le plaidoyer de l'avocat représentant les juges qui ont pris le jugement faisant l'objet de l'appel, et enfin les réquisitions du substitut du procureur du roi. À propos de la présentation des registres, je ne peux ne pas faire mention de deux cas singuliers où Evin reprend la parole après le plaidoyer des avocats adverses, bien que ses confrères ne semblent pas faire de même. C'est notamment le cas lors de l'audience déjà évoquée du vendredi 9 juillet 1660, au cours de laquelle Pierre Evin défend les vénérables chantres, chanoines et chapelains de Dole. Après son plaidoyer et ceux de ses confrères Bourdin et Guerche, il reprend la parole afin d'évoquer dans une courte tirade, commençant par Evin en réplique a dit, sa volonté faisant de faire peser le paiement des dépens sur la partie adverse. De même, les plaidoyers commencent toujours de la même manière, sauf de rares exceptions. S'agissant des plaidoyers prononcés par l'avocat des appelants, il commence systématiquement par « Evin pour l'appelant a dit que », appelant étant toujours abrégé en APT. S'agissant des plaidoyers prononcés par l'avocat des intimés, il commence généralement, c'est-à-dire dans 70% des cas, par « Evin pour l'intimé a dit », ou de manière plus exceptionnelle par « Evin pour la défense », ou encore « Evin pour » suivi du nom de la partie intimée. C'est par exemple le cas lors de l'audience du mercredi 28 août 1658, où il est dit « Evin pour les dits Guéguin et Moisan a dit que », ou encore par l'absence de mention du terme intimé ou du nom de la partie qu'il représente, comme lors de l'audience du 27 mars 1658, où il est simplement écrit « Par le dit Evin a été dit ». S'agissant enfin des plaidoyers prononcés pour les juges et magistrats qui ont pris le jugement faisant l'objet de l'appel, il commence généralement par Evin pour, suivi du nom du magistrat. C'est par exemple le cas lors de l'audience du mercredi 31 août 1661, lors de laquelle Pierre Evin prononce un plaidoyer pour le dit de Courcol, le dit de Courcol étant Pierre de Courcol, chanoine de la cathédrale de Dole de 1641 à 1680 et official de Dole en 1661. Toujours sur l'aspect formel des plaidoyers de Pierre Evin, il est intéressant de dire quelques mots quant à la longueur des plaidoyers, car ceci peut varier d'un extrême à l'autre selon les affaires. Ainsi, par exemple, les plaidoyers les plus courts de Pierre Evin ne dépassent pas les 2 lignes et demie. C'est par exemple le cas lors de l'audience du mercredi 20 octobre 1656, quand les plaidoyers les plus longs font près d'1 page et demie. S'il est difficile de tirer des conclusions définitives de ces observations, il est toutefois intéressant de noter que les plaidoyers de Pierre Evin sont toujours plus courts, qu'il soit un plaidoyer pour les appelants ou un plaidoyer pour les intimés, que celui de l'avocat adverse. Cette concision dans la parole, si elle peut poser la question du caractère exhaustif de la retranscription par le greffier criminel des paroles véritablement prononcées par l'avocat, est peut-être le signe d'un style Pierre Evin, comme nous le verrons plus loin. Venons-en enfin aux aspects de fond des plaidoiries de Pierre Evin. Il s'agit très certainement de l'aspect le plus complexe de cette communication, compte tenu du temps imparti et de la taille du corpus étudié. De même, les plaidoyers ne se suffisent rarement à eux-mêmes pour saisir l'entièreté de l'affaire, et dans des cas, en raison de l'évocation de points très précis de procédure ou autres, il est même impossible de saisir le véritable objet du litige. C'est par exemple le cas lors de l'audience du mercredi 13 février 1658, durant laquelle Evin donne une véritable leçon en matière de succession collatérale dans un plaidoyer qui commence par « Evin a dit qu'il est constant qu'en matière de succession collatérale, etc. etc. » Dès lors, je me contenterai de quelques réflexions qui pourront être approfondies et développées si les actes de cette journée sont publiés. En première réflexion sur la structure argumentative des plaidoyers de Pierre Evin. Il est à noter que les plaidoyers de Pierre Evin sont généralement construits autour d'un système de défense en fait et en droit. Il ne se contente pas, lorsqu'il représente les appelants, d'un récit effrayant et quelque peu exagéré des faits auxquels se seraient livrés les intimés, comme peuvent le faire certains de ses confrères. De même, ces plaidoyers pour les intimés ne se contentent pas,
au terme de quelques phrases, à ce que l'appelant soit déclaré sans grief, comme peuvent le faire également certains membres du barreau. Au contraire, lorsqu'il plaide pour l'intimé, Pierre Évin cherche toujours à montrer l'impact de la décision attaquée sur son client. Ces caractéristiques de Pierre Évin se traduisent notamment par les phrases introductives ou d'accroche de ses plaidoyers. En voici quelques exemples. À l'audience du mercredi 27 mars 1658, par le dit Évin a été dit par lui que sa partie a souffert dans sa qualité de noble. À l'audience du mercredi 18 mai 1661, Évin, pour l'intimé, a dit que l'appelant par sa présence est une vexation gratuite et volontaire de l'intimé, ou encore à l'audience du samedi 10 décembre 1661, Évin, pour l'intimé, a dit qu'il est la victime. Au-delà de l'accroche, les plaidoyers criminels de Pierre Évin sont également relativement bien construits dans le corps même du plaidoyer. Par exemple, à l'occasion de la célèbre affaire plaidée à l'audience publique du samedi 19 août 1662, qui concerne une affaire d'incendie à la suite d'un congément sur fond d'adjuration à Saint-Yves de vérité, et je vous renvoie à l'étude qu'a publiée Thierry Hamon dans le mémoire de 2008 de la CHAB, Pierre Évin, représentant l'intimé, commence par évoquer le fait déclencheur de l'affaire, l'incendie d'un convenant, avant de diriger son attaque vers ces, je cite, mascarades qui jettent de l'épouvante dans l'esprit de ceux qui les entretiennent et autres abominations condamnées par leur dangerosité et l'imposture qu'elles transportent. Invoquant le droit romain par le biais d'une citation du juriste consul Paul Audigeste contre les charlatans qui répandent et exposent des serpents, qu'il soit donné une amende en cas de crainte autour d'eux, il conclut à, je cite, « ce que l'appelante sera déclarée non recevable ou en tout cas sans grief ». De l'évocation de cet extrait peut découler une seconde réflexion sur la possible existence d'un style Pierre Évin. Pour cela, il est utile de nous plonger dans la littérature juridique du XVIIe siècle, et en particulier dans les 13 livres des parlements de Bernard de la Rocheflavin. Dans cet ouvrage paru en 1617, le magistrat toulousain fustige ses avocats qui, je cite, « embrouillent tellement les auditeurs par leur longueur qu'ils peuvent dire, comme le Lacédémonien, que nous avons négligé le milieu, nous avons oublié le commencement et nous n'avons point entendu la fin ». Mais la Rocheflavin ne fustige pas uniquement la longueur excessive de certains plaidoyers. Il pointe également du doigt ces avocats qui prêchent, je cite, par ostentation sophistique ou usent de plusieurs vaines allégations et propos tantôt satiriques, tantôt égaillards, voire ridicules. En bref, selon lui, le devoir d'un avocat est d'être pertinent et bref, et en se faisant venir au point. Sur ce plan, Pierre Évin respecte les règles posées par la Rocheflavin et les autres auteurs. Chez lui, par exemple, nulle trace de référence à la mythologie, comme peut le faire Maître Robert, évoqué par Jean Marquiset dans les gens de justice dans la littérature, cet avocat au Parlement de Paris, plaidant en 1600 pour un boulanger qui demandait réparation du calomnie, avait commencé son plaidoyer par « Messieurs les poètes anciens, ayant un plaisir discouru de plusieurs combats advenus au mémorable siège de Troie, récitait que Téléphus, fils d'Hercule, ayant une rencontre été grièvement blessé d'un coup de lance par Achille, alla prendre avis à l'oracle d'Apollon, etc., etc. » Au contraire, chez Pierre Évin, les propos sont précis et concis, une sorte de marque de fabrique en somme. Je vous remercie.